cimetière de Civaux, où gisent encore en place ou mis en scène des centaines de sarcophages de pierre, offre aux visiteurs d'aujourd'hui une vision romanesque qui entoure d'un voile de mystère cette ancienne nécropole mérovingienne. Les recherches archéologiques menées dans le Poitou ces 10 dernières années ont permis de lever en partie ce voile, révélant les différents aspects artisanaux et économiques d'une production lapidaire exceptionnelle, à une époque où l'usage de la pierre était relativement restreint. Ainsi, les sarcophages de Civaux et d'autres nécropoles de la Gaule mérovingienne ne résultent pas d'une pluie miraculeuse de tombeaux consécutive à quelques batailles, comme l'ont pu l'écrire certains auteurs médiévaux, mais d'une activité économique bien réelle et lucrative, mobilisant des carriers, des tailleurs, des manœuvres, des transporteurs, des gestionnaires et des commanditaires. Ces sarcophages proviennent de carrières dédiées dont très peu sont actuellement connus. C'est l'histoire de l'une d'elles, située dans le Poitou, qui va vous être présentée. Le sarcophage de pierre est l'un des principaux contenants funéraires utilisés entre la fin du 5e et le 8e siècle, que l'on retrouve sur presque tous les sites funéraires de cette époque, à la campagne comme en ville. Parfois isolé, on le trouve le plus souvent au sein de petits ensembles communautaires, de nécropoles de plein champ ou autour de lieux de culte. S'il constitue une véritable mode durant la période mérovingienne, il ne s'agit pas du seul contenant funéraire. Les défunts sont aussi inhumés dans des fosses simples ou aménagées avec des pierres et des planches, dans un simple linceul ou déposés dans un cercueil de bois. Dans de très nombreuses nécropoles, des dizaines et parfois des centaines de sarcophages ont été achetés et utilisés au cours des 3 siècles qu'a duré cette mode. À Civaux, dans la Vienne, ce sont entre 7000 et 15 000 exemplaires qui ont été utilisés, dont près d'1 millier sont aujourd'hui encore visibles dans le cimetière du bourg. Les sarcophages sont omniprésents dans le paysage du Haut Moyen-Âge. Plusieurs siècles après l'abandon de l'inhumation en sarcophage, les bâtisseurs au XIe et XIIe siècle en rencontrent fréquemment à l'occasion de la construction des églises paroissiales. Les cuves et les couvercles, vidés de leurs occupants, sont alors débités en blocs plus petits pour servir de matériaux de construction de premier choix, et dont la mise en œuvre peut imiter un petit appareil dans une maçonnerie majoritairement constituée de moellons. Des chansons de gestes, des historiens et des voyageurs du Moyen-Âge se font aussi l'écho de ces concentrations de tombes en pierre qui ne peuvent avoir, croit-on alors, qu'une origine extraordinaire liée à de grandes batailles du passé et due à une intervention divine. Un sarcophage en pierre est composé de 2 éléments. Une cuve dans laquelle on va mettre le corps du défunt et un couvercle pour clore le sépulcre. Ici, ces 2 blocs ont été trouvés devant l'église de Saint-Pierre-de-Maillé et proviennent, d'après les études pétrographiques, de la vallée de l'Anglin. Et l'un d'entre eux provient très certainement de la carrière de Pied-Griffé. Et ce qui est intéressant sur cette cuve, c'est qu'elle présente à la fois des dimensions, mais également une facture, donc une technique de taille qui est similaire à tous les petits fragments, les ratés d'extraction, les ratés de taille que l'on retrouve dans les déblais d'extraction de la carrière de Pied-Griffé. Et donc on a une correspondance à la fois entre les déchets et le sarcophage utilisé. Et également, cette cuve possède un aménagement particulier au niveau de la tête, avec 2 petits coussins cubiques qui venaient se placer de part et d'autre de la tête du défunt, ce que toutes les cuves de sarcophage n'ont pas durant la période mérovingienne. Le couvercle, quant à lui, présente une forme un petit peu particulière, légèrement bombée sur le dessus, et présente un décor vraiment particulier et qui est vraiment spécifique à la nécropole de Saint-Pierre-de-Maillé. Vous avez tout d'abord le motif à traverse, avec 3 bandes horizontales ici, que l'on retrouve dans beaucoup de nécropoles du Poitou. Mais ce motif à traverse va être rehaussé d'éléments concentriques, de stries, de décors géométriques, de rosaces, qui ont une portée symbolique et qui sont vraiment spécifiques à 2 sarcophages de ce type retrouvés dans la nécropole de Saint-Pierre-de-Maillé.
C'est ainsi qu'aux confins de la Touraine, du Berry et du Poitou, les falaises calcaires des vallées de la Gartempe et de l'Anglin ont été le théâtre d'une intense activité extractive tout au long de l'époque mérovingienne. L'une d'elles, la carrière de Pied-Griffé, est l'objet de toutes les attentions d'un groupe d'archéologues qui, depuis plusieurs années, fouillent, dessinent et réfléchissent afin de révéler son histoire et mettre en lumière une activité artisanale méconnue. Ici, et sur toute l'essentiel de l'Europe, il y avait la mer partout. Il n'y avait pas de massif central, il n'y avait pas de massif armoricain, c'était de la mer partout. Et ici, c'était une mer, c'était les Bahamas. C'était, vous voyez, c'était ce paysage d'îles, d'îlots, d'atolls, donc quelque chose de très, très, très disparate, comme dépôt sédimentaire. Donc il se déposait des sédiments dans ce milieu marin, et puis il vivait des coraux. Alors les coraux, c'est solide, voilà. Et alors, entre les coraux, il y avait des sédiments plus tendres. Bon, ça a duré quand même plusieurs millions d'années. Donc, si vous voulez, les coraux qu'on a dans la vallée de la Loire, ils n'ont pas tout à fait le même âge que ceux qu'on a ici. Voilà. Et alors, vous imaginez bien que ces paysages, ça donne des types de sédiments très différents, qui vont se consolider en roches, qui vont être des roches de nature et d'aspect, de dureté différents. On est dans le Jurassique et dans un étage qui s'appelle l'Oxfordien. Et alors pendant cette période, les sédiments se déposaient et il a dû y avoir des tremblements de terre, effectivement, qui ont bouleversé les sédiments qui étaient en train de se déposer. C'est ce qui donne ces formes ondulées. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant, dans notre jargon géologique, ce qu'on appelle des séismites. Il a dû y avoir un gros tremblement de terre qui a ébranlé les sédiments qui n'étaient pas encore compactés, solidifiés. Voilà, donc les problématiques, ça nous sert de repère. Voilà. Puis c'est joli. Oui. Mais ça a dû gêner les carriers pour extraire leur sarcophage. Dès qu'ils butent là-dessus, c'est pas bon. Quand on arrive par chance dans un endroit où la roche est homogène, c'est de la bonne roche. Vous voyez, à Angle, au Roc-aux-Sorciers, il y a la falaise, et ils ont enlevé le pied de la falaise, enlevé les blocs qui se délitaient pour atteindre le niveau de la bonne roche. Alors ça, je ne sais pas comment ils l'ont senti, mais ils ont trouvé le niveau de la roche plus homogène où ils ont pu faire leur sculpture. Alors, peut-être que nos carrières, là, le sarcophage, ils avaient l'œil et ils savaient repérer un endroit où la roche leur paraissait meilleure. Ils devaient avoir le sens de la roche. Le calcaire jurassique de la vallée de l'Anglin est exploité depuis l'Antiquité, comme l'attestent quelques rares traces d'extraction de cette époque conservées au rocher de la Dube et divers monuments gallo-romains des environs. Tel est le cas du pilier d'Yzeure-sur-Creuse dans le sud de la Touraine, composé de blocs sculptés de très grande dimension. C'est donc très vraisemblablement dans une vallée encore marquée par l'exploitation antique que les carriers du Haut Moyen-Âge décident d'implanter un centre de production de sarcophages. Les carrières se répartissent sur les deux rives des vallées de la Gartempe et de l'Anglin, depuis la confluence des deux rivières au nord jusqu'à la Bussière au sud-ouest et Mérigny au sud-est. Les excavations à ciel ouvert prenant la forme de paliers d'extraction et de hauts fronts de taille sont généralement de petites dimensions. Elles peuvent être isolées comme au Bédoué, à Raisan ou à Pied-Griffé, ou être groupées par 2, 3, 4 ou 5, comme c'est le cas dans les vallées de Rive et de Braux, ou encore aux falaises de la Guignoterie. Les carriers ont mis à profit tous les affleurements rocheux exploitables, hautes falaises ou rochers éboulés, parfois de manière opportuniste. Quelques 1250 sarcophages ont été fabriqués dans les carrières de l'Anglin entre la fin du 5e et le 8e siècle. L'étude pétrographique des sarcophages de la région révèle une exportation jusqu'à dans les vallées de la Vienne, l'extrême sud de la Touraine, dans le département de l'Indre et, plus ponctuellement, jusque dans les environs de Bourges et d'Orléans.
La carrière de Pied-Griffé, située 2 km en aval du village d'Angles-sur-Langlin, mais encore sur la commune de Saint-Pierre-de-Maillé, est la plus grande et la mieux conservée de toutes les carrières de la vallée de l'Anglin. C'est aussi la seule à avoir fait l'objet de recherches archéologiques approfondies. C'est une carrière mixte, exploitée suivant les pratiques en œuvre dans les carrières à ciel ouvert de tradition antique, mais qui s'enfonce progressivement à l'horizontale dans le coteau, lui conférant cette forme d'abri sous roche assez unique. Son emplacement ne doit rien au hasard. Elle est ouverte sur un coteau, ne présentant pas de défauts notables en surface, alors qu'en amont et en aval, de nombreuses grottes naturelles empêchent toute exploitation d'ampleur. La rivière Langlin coule à quelques mètres seulement de la falaise, offrant une voie de transport des plus commodes pour la diffusion de cuves et de couvercles pesant entre 400 et 800 kg. Ainsi, dans ce secteur de la vallée, les carriers, s'ils souhaitaient travailler longtemps au même endroit, ne pouvaient ouvrir leur carrière qu'à cet emplacement très précis. C'est peut-être aussi cette contrainte topographique et géologique qui a conduit à cette forme si particulière de la carrière. C'est à la fin des années 50, à l'occasion de prospections spéléologiques et archéologiques dans les vallées de l'Anglin et de la Gartempe, que Claude Lorentz, alors étudiant en sciences naturelles à la Sorbonne, découvre la carrière de Pied-Griffé, autrement appelée du bois de l'écu ou du bonhomme. Voilà, alors Claude Lorentz, au moment, quand il était encore lycéen, est allé dans le Lot et il a eu l'occasion de rencontrer un archéologue réputé qui était l'abbé Glory, qui travaillait à Lascaux. Il a donc recruté Claude Lorentz pour l'aider à faire des copies sur des calques des peintures de Lascaux. Il a donc vu à ce moment-là comment on faisait une fouille. Voilà, et ça lui a servi après pour mettre en route la fouille de la carrière. Donc il a quitté le Lot et il est venu s'installer à Saint-Pierre-de-Maillé, parce qu'un de ses amis lui avait dit qu'à Saint-Pierre-de-Maillé, il y avait des falaises, il y avait des grottes, il y avait une rivière, il y avait des beaux châteaux, que ça ressemblait au Lot. Donc il a parcouru toutes les vallées de la région, il s'intéressait aux grottes, il s'intéressait aux chauves-souris, et un jour il a rencontré cette carrière qui lui a paru étrange. Il savait ce que c'était que des sarcophages, donc il a identifié que dans cette carrière on avait extrait des sarcophages, et ce qui a retenu l'attention évidemment de lui et des gens qui l'accompagnaient, c'est la présence de ce que les gens appelaient sur place le bonhomme de pierre. La caractéristique des sarcophages mérovingiens, c'est qu'ils sont en trapèze. Donc quand on est arrivé, on le voyait plus ou moins sur la paroi, mais c'est pas très évident. Quand on est arrivé au fond de la carrière, enfin, on a vu ces formes trapézoïdales et qu'on continue à voir de la même façon. Ça, c'est remarquable. On n'avait plus aucun doute, quand on est arrivé au fond, on avait bien affaire à une carrière qui extrayait des sarcophages. Quand on fouillait l'été, aidé beaucoup par des troupes de scouts, tous les scouts qui passaient par là avaient comme corvée de venir faire de la fouille, de charrier les déblais, etc. C'est la même technique que celle que vous employez, vous. C'est-à-dire qu'on fait un carroyage, on met des ficelles, on met des numéros, on fait un carroyage très précis, et chaque pièce que l'on découvre, on la replace sur ce carroyage en lui mettant un numéro qui est répertorié dans le carnet de fouilles. On a bien fouillé, avec beaucoup de soin, et on est allé jusqu'au fond de la carrière. Donc on a vu qu'il y aurait sans doute une suite et qu'il faudrait continuer. Mais nous, à ce moment-là, on ne pouvait plus, on avait engagé d'autres choses, donc on a abandonné, et la carrière est restée dans son état, tout à fait en bon état, jusqu'à ce que Daniel reprenne, découvre ça, et trouve ça particulièrement intéressant. Claude Lorentz reconnaît tout de suite, grâce aux nombreux négatifs trapézoïdaux visibles, un atelier de fabrication de sarcophages mérovingiens.
Cette découverte est le point de départ de ses recherches sur les carrières de sarcophages de Langlen et à Pied-Griffé plus particulièrement. Les fouilles qu'il réalise entre 1959 et 1966 dans l'angle sud-ouest de la carrière laissent entrevoir l'excellent état de conservation de la carrière dont le sol sera atteint à 3 mètres de profondeur sous un épais dépôt de déchets de taille recélant des fragments de cuve et des tessons de céramique. Son étude, la plus complète et novatrice à l'époque, restera une référence jusqu'à la fin des années 2000. Après les recherches de Claude Lorentz, le site entre en sommeil pendant un demi-siècle, durant lequel la nature reprendra petit à petit ses droits. En 2010, un jeune archéologue reprend l'étude du site dans le cadre d'une thèse de doctorat sur la fabrication des sarcophages du sud du bassin parisien. Une prospection est d'abord organisée afin de retrouver les carrières identifiées par Claude Lorentz et permettre leur réexamen à l'aune de nouvelles problématiques et de techniques nouvelles comme la lasergrammétrie et la photogrammétrie. En 2016, une nouvelle page de l'histoire de la carrière de Pied-Griffé s'ouvre avec la reprise des fouilles interrompues 50 ans plus tôt. L'opération, dirigée par Daniel Morleghem, dorénavant docteur en archéologie de l'Université de Tours, entend explorer toutes les facettes du travail des carriers, depuis le geste technique de l'artisan jusqu'à la gestion spatiale et chronologique du chantier. Donc les carrières sont des vestiges archéologiques assez particuliers, puisqu'en fait ce sont donc des vestiges vraiment en 3 dimensions, et surtout le négatif d'une activité d'extraction de la pierre et du travail de la pierre. Et finalement, ce qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est uniquement une gigantesque coquille vide à partir de laquelle il va falloir restituer des éléments que les carriers ont enlevés. Et ce qu'on a surtout, c'est une étape finale avec énormément de parois que les carriers ont enlevées, que les carriers ont détruit au fur et à mesure de leur travail. Et donc on a finalement une toute petite portion des traces matérielles laissées par les carriers et par les tailleurs de pierre au fil du temps. Et afin de comprendre le site, on va s'appuyer sur, d'une part, les parois, où l'on va retrouver toutes les traces d'enlèvement des blocs, les tranchées de creusement des blocs, leurs négatifs eux-mêmes, éventuellement des ratés qui ont été laissés là par les carriers. Et on va également étudier tous les déchets qu'ils ont laissés sur place, puisqu'en fait le creusement des tranchées, la taille des blocs, va créer tout un tas de déblais que les carriers ne s'embêtent pas à ressortir de la carrière, mais vont laisser vraiment in situ et qu'ils vont gérer d'une manière ou d'une autre, soit en les accumulant directement derrière eux, soit en les accumulant et en les gérant derrière des murets. Et donc nous, notre travail ici, c'est de lire à la fois les parois, les sols et les déblais pour essayer de restituer tout ce travail des carriers. On s'intéresse également à ce qui se passe entre la carrière sur ma droite et la rivière qui est située à une quinzaine de mètres sur ma gauche. Puisqu'en fait, les blocs, une fois extraits, circulaient quelque part ici avant d'être embarqués sur des petits bateaux vers leur destination finale. Et donc depuis 2016, on a ouvert plusieurs sondages pour essayer de repérer à l'extérieur des zones de vie des carriers, des zones de travail, d'éventuelles zones de stockage, ou en tout cas toute trace qui nous permettrait de comprendre comment les carriers organisent l'espace, organisent le chantier, une fois les blocs taillés et sortis de la carrière et avant leur embarcation. Les très nombreuses traces d'outils conservées sur les parois et les sols de la carrière, mais aussi sur les blocs retrouvés dans les remblais, indiquent aux archéologues quels outils étaient employés par les carriers et les tailleurs, mais aussi comment ils étaient maniés. Donc ce négatif de bloc est particulièrement intéressant dans la mesure où les traces d'outils que l'on voit correspondent à tous les outils utilisés par les carriers du Haut Moyen-Âge. Et dans un premier temps, le carrier a utilisé un pic à pointe pyramidale pour creuser sur la gauche un trou pour accéder à l'arrière du bloc, en faisant des mouvements assez amples. Donc on a des impacts assez grossiers. Dans un deuxième temps, il a changé d'outil et il a utilisé un outil à tranchant plat qu'on appelle un marteau taillant. Ici, pour régulariser un petit peu la paroi, ce qui lui a permis, avec un nouvel outil encore, donc un pic qui ce coup-ci présente un tranchant plat, de creuser la tranchée arrière du bloc. Et le fait d'avoir creusé au marteau taillant ici lui a permis de libérer un petit peu d'espace pour positionner correctement sa main, aller le plus loin possible dans la tranchée
et éviter partant de se rayer les phalanges. Le carrier a ensuite utilisé un pic plus petit que le pic grossier utilisé précédemment pour creuser ici une saignée qu'on appelle l'encoignure pour disposer les coins en métal et forcer le détachement du bloc. Ainsi, l'outillage est limité mais polyvalent, un même outil pouvant servir à 2 tâches bien distinctes. C'est le cas du marteau taillant, essentiellement utilisé pour tailler les cuves et les couvercles, mais qui sert aussi parfois à détourer des silex ou à régulariser des parois. L'ensemble du processus de fabrication a pu être documenté par les archéologues, depuis le premier coup de pic du creusement des tranchées jusqu'au dernier coup de marteau taillant lors de la taille d'un bloc. Donc l'extraction des blocs se passe en 2 temps. Le carrier va utiliser un pic de ce genre, dont on retrouve les traces sur les parois de la carrière et au sol. Et l'outil utilisé donc est un pic qui présente d'un côté une pointe pyramidale et de l'autre un tranchant plat peu large de 2 cm environ qu'on appelle dans la région une escaude. La première étape du travail va consister à délimiter le bloc à la fois en plan et en profondeur pour déterminer si c'est une cuve ou un couvercle qui sera fabriqué. Et pour cela, le carrier va creuser des tranchées. Donc, en se tenant dessus son futur bloc, il va commencer à creuser une tranchée, donc de la largeur et de la profondeur souhaitée. Ici, on a par exemple la tranchée de pied d'un bloc. Il va ensuite se placer sur le côté pour avoir l'arrière du bloc. Et pareil, il creuse une longue tranchée qui va délimiter sa longueur. Et ensuite, il va creuser la tranchée de tête qui est ici sous la coupe. L'extraction d'un bloc de pierre est un processus relativement simple qui n'a guère connu de changement depuis l'Antiquité jusqu'à la mécanisation du travail au XXe siècle. C'est néanmoins un travail très physique qui requiert un savoir-faire particulier. Dans la carrière de pied griffé, comme dans les autres carrières de la vallée de l'Anglin, une seule et unique technique d'extraction semble avoir été employée, celle du détachement avec une encoignure. La seconde étape consiste, avec un outil un petit peu plus petit, à creuser une saignée oblique à la base du bloc, une saignée qu'on appelle une encoignure, dans laquelle le carrier va venir disposer des coins en métal, tous les 15 ou 20 cm, des coins qu'il va venir forcer à l'aide d'un maillet, en espérant que le bloc se détache de la masse rocheuse depuis le fond de l'encoignure jusqu'au fond de la tranchée arrière. Et dans cet exemple, malheureusement, le détachement a échoué, puisque le carrier ayant commencé à taper au pied du bloc, s'est vite rendu compte qu'ici, une fracture apparaissait, que l'on distingue encore, ce qui l'a amené à abandonner son travail en cours et à laisser sur place un couvercle en cours d'extraction. Si l'opération avait réussi, on aurait eu des traces de ce genre, avec l'encoignure ici, le négatif trapézoïdal sur laquelle je marche et la tranchée arrière ici. Une autre technique mobilisant non pas une encoignure mais plusieurs petites encoches semi-circulaires appelées emboîtures a été identifiée sur la paroi sud de la carrière et sur quelques blocs rejetés par les carriers. Lors de l'extraction, l'objectif du carrier est d'obtenir un plan de détachement le plus régulier possible, de sorte que le bloc extrait soit bien aux dimensions souhaitées. La réussite de l'opération dépend autant de la nature de la roche que de l'habileté de l'artisan. Si le plan de fracture est concave, il y a alors un gras d'extraction que le carrier peut éliminer sans trop de difficulté. Si ce plan est bombé, alors l'épaisseur doit être réduite, ce qui peut dans certains cas obliger le carrier à tailler un couvercle dans un bloc initialement destiné à servir de cuve. Et les blocs tirés de la roche, encore pleins de leur eau de carrière, sont taillés à l'intérieur même de la carrière, directement au pied du front de taille. La pierre humide est tendre et facile à tailler. En séchant, elle perd son eau de carrière, durcit et devient plus cassante. Tailler les blocs dans la carrière permet également de les alléger au maximum en prévision de leur déplacement, d'abord jusqu'à la rivière, puis vers la nécropole. Plusieurs centaines de blocs de formes et de dimensions très diverses ont été retrouvés dans les déblais d'extraction, que l'on appelle des ratés d'extraction ou des ratés de taille. Lorsque l'extraction se passe mal, le carrier va simplement abandonner sur place les blocs en cours d'extraction. Et par exemple, on va retrouver des morceaux assez imposants comme celui-ci, où l'on va observer encore de conserver
le vestige de l'encoignure, donc la saignée dans laquelle on met les coins pour détacher le bloc, et le dessus du bloc ici, donc d'un couvercle qui a cassé au moment de l'extraction ou juste après. Lorsque le détachement du bloc se fait correctement, le carrier le décale légèrement du front de taille pour pouvoir le tailler sur un espace plan. Et là, l'objectif pour lui est d'équarrir, d'évider la cuve et d'alléger au maximum le bloc qu'il va ressortir de la carrière. L'idée étant que ce qui sort de la carrière, c'est une cuve et un couvercle prêt à l'emploi et prêt à vendre. Malheureusement, là encore, parce que la roche est de mauvaise qualité, parce que le carrier tape au mauvais endroit, le bloc peut se briser à un moment ou à un autre de la taille. Et nous, dans la carrière, dans les déchets d'extraction, on va retrouver des morceaux comme celui-ci, qui présentent des faces taillées de part et d'autre. Et donc ce bloc-là, en fait, correspond à un fragment d'une paroi de cuve. Donc une paroi latérale ou une paroi de tête ou de pied, on ne sait pas. Ce qui va nous permettre de comprendre à quel moment le bloc s'est brisé. Et dans certains cas, on a un petit peu plus de détails avec ce bloc-ci, par exemple, donc, qui est de nouveau une paroi de cuve, mais comme on le voit ici avec cette face aplanie, en fait un rebord de paroi de cuve. Et comme ça, on peut avoir tous les morceaux d'une cuve ou d'un couvercle conservés à tel ou tel endroit dans les déchets de la carrière. La carrière se développe progressivement, blocs après blocs, en répétant les mêmes gestes. Toutefois, ce développement n'est pas laissé au hasard, les blocs à extraire étant disposés de manière réfléchie afin de rentabiliser au maximum le volume de roche exploité. Donc dans la carrière, les blocs sont disposés sur le front de taille à l'horizontale et les parois que l'on va découvrir ressemblent à celle-ci, une paroi verticale avec plusieurs ressauts qui présentent non pas un seul bloc forcément, mais l'équivalent par exemple de 2 blocs que l'on arrive parfois à distinguer grâce aux séries de traces, donc par exemple celles-ci qui vont dans ce sens, alors que dessus, les traces sont en sens inverse. Et on arrive comme ça à lire la présence d'une cuve, d'un couvercle, d'une cuve, d'un couvercle, etc., etc. On a la correspondance de ces fronts de taille au niveau du sol avec les empreintes trapézoïdales, donc des cuves et des couvercles, qui sont délimitées par le fond des tranchées et également, comme on le voit ici, par les encoignures. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tous les blocs ne sont pas disposés dans le même sens, à savoir, ils n'ont pas tous la tête à gauche, par exemple, puisque leur forme étant trapézoïdale, si le carrier les disposait tous tête à gauche, en fait, le chantier aurait tendance à pivoter vers la droite. Et là, l'astuce, en fait, c'est de disposer les blocs un coup tête à gauche, un coup tête à droite, donc tête bêche, ce qui permet d'inscrire les deux formes trapézoïdales dans un rectangle et finalement d'avoir des chantiers qui soient bien rectangulaires au fur et à mesure de l'avancée. Et donc l'exploitation va se poursuivre comme ça, front de taille après front de taille, l'idée étant que sur chaque front, on ait un nombre entier de sarcophages extraits, donc autant de cuves que de couvercles. Sauf qu'il peut arriver que l'extraction se passe mal ou qu'une fois le bloc extrait, la taille se passe mal et donc que le carrier, à la fin de sa journée, de sa semaine de travail, n'est pas 2 cuves et 2 couvercles, mais seulement 2 cuves et un couvercle. Auquel cas, pour avoir 2 sarcophages entiers, il va être forcé d'extraire un nouveau bloc. Et là, le carrier voulant en fait rationaliser l'exploitation et ne pas se compliquer la tâche, il ne va pas extraire un nouveau bloc à l'horizontale sur un nouveau front de taille, mais il va aller chercher dans l'angle entre deux chantiers, il va aller chercher un bloc à la verticale. Et ça explique que dans la carrière de pied griffé, on est comme ça, de part en part, quelques négatifs de blocs extraits verticalement, alors que la norme est vraiment la disposition à l'horizontale. Le caractère dynamique de la carrière, dont la topographie ne cesse de changer au fur et à mesure que de nouveaux blocs sont extraits et de nouveaux fronts de taille ouverts, est un enjeu majeur pour les carriers, en termes de spatialisation des activités, de circulation des hommes et de déplacement des blocs, mais aussi de gestion des déblais. Tant que l'exploitation se déroule au-dessus du niveau du sol extérieur, les déblais peuvent être accumulés au pied du coteau et les blocs descendus assez facilement des paliers d'extraction et des fronts de taille, en prenant quelques précautions évidentes pour éviter qu'ils ne se brisent.
Donc dans la partie inférieure de la carrière, un des plus gros problèmes en fait est celui de sortir les blocs, puisqu'en fait on est en fosse et il y a 3 mètres de front de taille avant d'être dehors. Donc toute la première partie de l'exploitation, les carriers devaient utiliser des palans, des structures en bois pour lever les blocs à la verticale. Mais quand ils sont arrivés vers la fin de l'exploitation de la carrière, ils ont eu beaucoup d'espace et notamment pour exploiter les derniers fronts de taille, ils ont pu aménager des rampes pour sortir de la carrière en tirant les blocs, par exemple sur des rouleaux. Et pour cela, en fait, ils ont cassé une partie de la paroi du coteau pour descendre le niveau de circulation, créer un chemin creux à l'extérieur et la terre qui a été creusée à l'extérieur, ils l'ont aménagée derrière moi, ici, pour créer une pente sur laquelle ils sont ensuite venus installer des déchets d'extraction. Et la surface que l'on a ici en coupe correspond à la toute première rampe aménagée par les carriers pour évacuer les blocs dans la dernière partie de l'exploitation de la carrière. Et à partir de là, la rampe est utilisée et au fur et à mesure en fait, que des déchets sont créés, ils viennent s'accumuler ici et d'autres rampes en fait, ont été aménagées jusqu'à 70 cm au-dessus de celle-ci. Le creusement des tranchées et des encoignures, la régularisation des parois, l'équarrissage, l'évidement et la taille fine des cuves et des couvercles génèrent un volume important de déblais qui représente entre la moitié et les 2/3 du volume total de roches exploitées. Dans la partie inférieure de la carrière, afin de ne pas bloquer l'avancée des chantiers ou se retrouver ensevelis, les carriers adoptent différentes stratégies de stockage des déblais adaptées à la topographie de la carrière à un moment donné, mais aussi en prévision de la poursuite de l'exploitation. Et pour ça, le carrier va avoir plusieurs stratégies. Le plus simple, c'est lorsqu'il avance, il a son front de taille face à lui, il rejette ses déblais juste derrière. Mais au bout d'un moment, il va avoir une montagne de déblais qui risque de lui tomber dessus. Et donc pour cela, pour éviter d'être enseveli, il va pouvoir aménager des murets réalisés à partir des ratés d'extraction, des ratés de taille qu'il aura laissés sur place, ce qui va lui permettre de ménager ici une zone de travail dans laquelle il va pouvoir tailler les blocs, les manipuler et rejeter à l'arrière tous les déchets que cela produit. Le mur fonctionne un certain temps et lorsque la carrière se développe dans l'autre direction, le carrier va pouvoir accumuler les déblais juste à l'avant de ce mur, le recouvrir et éventuellement construire ensuite un nouveau mur juste devant. Les archéologues distinguent d'une part la chronologie relative de l'exploitation, c'est-à-dire l'ordre d'enlèvement des blocs et la progression des chantiers, d'autre part la datation, c'est-à-dire les dates de début et de fin de l'exploitation, mais également d'éventuelles périodes d'interruption du travail. Donc l'analyse des fronts de taille de la carrière a permis de comprendre en fait comment elle s'est développée, comment les carriers ont travaillé. Et à l'heure actuelle, on a pu identifier 3 phases d'exploitation principales. La première, tout à l'ouest, qui correspond en fait à l'ouverture d'une carrière. Parce que les carriers rentrent progressivement à l'intérieur du rocher et on obtient une forme, un profil de carrière arrondi. Et ce que l'on voit là-haut, en fait, c'est vraiment le sommet d'une carrière, ce petit arrondi. Et en fait, très vite, les carriers ont rencontré à cet endroit des silex de la taille d'un point, de 15-20 cm de diamètre. Ces silex étaient situés à un mauvais endroit par rapport à la disposition des blocs, ce qui a amené en fait à la casse de quasiment tout ceci. Les carriers, voyant que ça ne marchait pas l'extraction à cet endroit, se sont dit on va descendre un petit peu et en résulte les paliers d'extraction que l'on a juste en contrebas. Là, ils sont une nouvelle fois tombés sur des silex disposés en plein milieu des blocs à extraire, ce qui les a conduits à une nouvelle fois s'arrêter et à complètement déporter l'exploitation quelques mètres à l'est, là où je me trouve. À partir de là, on peut observer 2 niveaux d'exploitation. Le premier qui part du sommet de la carrière, donc du début de l'alcôve, et qui vient jusqu'au niveau du sol où je marche actuellement, qui est à peu près le niveau de circulation du Haut-Moyen-Âge. Et un second niveau d'exploitation à partir de là où je marche, jusqu'à 4 mètres plus bas, au plancher de la carrière.
L'exploitation dans cette grande carrière de pieds griffés s'organise toujours de la même manière, sous forme de petits chantiers qui contiennent plusieurs fronts de taille successifs. Et ces chantiers, on les détecte avec les négatifs horizontaux visibles au fond de la carrière, qui sont complétés au-dessus par un arrondi. Et devant moi, on peut voir un premier arrondi, donc un premier chantier dans l'axe, un deuxième à gauche, un troisième légèrement oblique sur la droite, et ensuite perpendiculaire, 2 autres chantiers sur la paroi occidentale. Et ce que l'on observe ici, c'est vraiment une organisation avec des chantiers qui sont contigus les uns aux autres, ou qui vont ensuite, lorsque le carrier n'a plus de place ou ne peut plus s'enfoncer dans la roche, se développer perpendiculairement. On a comme cela un canevas orthonormé qui va se développer et la carrière qui va augmenter sa surface par chantier consécutif. Si les archéologues parviennent à déterminer, grâce aux empreintes trapézoïdales notamment, qu'une carrière est mérovingienne, il leur est difficile de préciser la datation d'une carrière ou un front de taille en particulier. En effet, les techniques n'évoluent pas au cours de la période, et en l'absence de fouilles, aucun artefact datant ne peut être mobilisé. Ainsi, à ce jour, 3 ou 4 carrières seulement ont pu être datées précisément dans toute la Gaule mérovingienne, dont celle de Pied-Griffé. La topographie très particulière de la carrière a permis de piéger dans les remblais d'extraction des charbons de bois et des fragments de céramique, provenant des abords immédiats, là où les carriers pouvaient manger ou effectuer diverses activités. Une vingtaine d'analyses radiocarbone permet de dater très précisément l'exploitation entre le milieu du VIe et la fin du VIIe siècle. Dans le Poitou et le Berry, comme ailleurs en Gaule, c'est durant cette période que la fabrication et l'utilisation des sarcophages sont les plus importantes. La production de la carrière est évaluée à environ 220 blocs, correspondant à une centaine de sarcophages, c'est-à-dire autant de cuves que de couvercles, plus une vingtaine de blocs brisés au cours du processus de fabrication. Pendant près de 3 siècles, les pics des carriers ont résonné dans la vallée de l'Anglin pour livrer aux défunts de la région leurs tombeaux de pierre, des sarcophages précieux, autant par leur valeur ostentatoire et religieuse que par leur coût financier. Ce sont aujourd'hui les truelles de l'archéologie que l'on peut entendre au pied des falaises de l'Anglin. Il aura fallu une dizaine d'années de travail à Claude Lorenz et à Daniel Morleghem pour remonter le fil des 150 ans d'histoire de la carrière de Pied-Griffé. De l'extraction à la taille, du rejet des déchets à la construction de murs et de rampes, les archéologues peuvent suivre le parcours des cuves et des couvercles jusqu'à l'entrée de la carrière. Mais que devient-il après ? Que se passe-t-il entre le coteau et la rivière ? Quelles traces ont laissé les carriers ? Des foyers, une cabane, une forge, une aire de stockage ? Pourra-t-on retrouver le chemin emprunté par les sarcophages jusqu'à l'embarcadère supposé depuis lequel, chargés sur des bateaux, ils étaient envoyés dans les nécropoles de la région ? Une page se tourne, mais l'écriture de l'histoire de la carrière de Pied-Griffé n'est pas encore achevée.